Ils prétendaient à peu près tous qu'ils avaient perdu leurs facultés émotives. Mais apparemment, pensait Garati, alors qu'ils marchaient le long de l'US 202 avec Augusta à près de 2 kilomètres derrière eux, ce n'était pas vrai. Comme une guitare maltraitée, trimballée et cabossée par un musicien insensible, les cordes n'étaient pas cassées, mais gravement désaccordées, discordantes, chaotiques. Augusta ne ressemblait pas à Old Town. Old Town n'était qu'un New York plouc et bidon. Augusta était une espèce de ville nouvelle, une cité de fêtards d'occasion, pleine d'un million d'ivrognes, danseurs de boogie, de cinglés et de fous furieux. Ils avaient entendu et deviné Augusta bien avant d'y arriver. À plus de 5 kilomètres, ils percevaient le bruit de la foule. Il donnait à Garati la vision de grandes vagues s'écrasant sur une côte lointaine. Les lumières remplissaient le ciel d'une sorte de bulle lumineuse pastel, apocalyptique, qui rappela à Garati des images qu'il avait vues dans les livres d'histoire sur l'attaque aérienne allemande contre la côte atlantique des États-Unis dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. Ils regardèrent tous, en resserrant les rangs avec inquiétude, comme de petits garçons surpris par un orage ou des vaches durant une tempête de neige. Le bruit grondant de la foule évoquait une rougeur à vif, une faim dévorante. Garati eut la vision très nette et hallucinante d'un monstrueux dieu foule, surgissant toutes griffes dehors du bassin d'Augusta, sur des pattes d'araignée écarlates, pour les manger tous tout crus. La ville elle-même fut avalée et enterrée. Dans un sens très réel, il n'y eut pas d'Augusta. Plus de grosses dames, ni de jolies filles, ni de messieurs pompeux, ni d'enfants à la culotte mouillée brandissant des nuages de barbe à papa. Il n'y avait pas d'Italiens agités pour lancer des tranches de pastèque. Rien que la foule, une créature sans tête, sans corps, sans esprit. La foule n'avait qu'une voix et qu'un œil, et il n'était pas surprenant qu'elle fût à la fois Dieu et Mammon. Garati le sentait. Il savait que les autres le sentaient aussi. Ils avaient l'impression de marcher entre des pylônes électriques géants, ils sentaient leurs cheveux se dresser sur leur tête à chaque décharge, leur langue fourmillait de picotements, et leurs yeux semblaient crépiter et lancer des étincelles en roulant dans leurs orbites humides. Il fallait plaire à la foule, il fallait la craindre et l'adorer. Ultimement, il fallait se sacrifier à la foule. Ils marchaient dans les confettis jusqu'aux chevilles. Ils se perdaient de vue et se retrouvaient dans la tempête de serpentins et de petits bouts de papier. Garati en attrapa un au vol et il eut une publicité de culturisme Charles Atlas. Il en saisit un autre et se trouva nez à nez avec John Travolta. Et au sommet de cette surexcitation, au sommet de la première côte de la route 202, dominant l'autoroute envahie derrière eux et la ville bondée à leurs pieds, deux énormes projecteurs trouaient la nuit dans un éblouissement blanc-mauve, et le commandant était là. Il s'éloignait régulièrement d'eux dans sa jeep comme une hallucination, figé comme un passe-lacet dans son salut militaire, fantastiquement indifférent à la foule gigantesque qui l'entourait. Mais les marcheurs, non. Les cordes de leurs émotions n'étaient pas cassées, mais gravement désaccordées. Ils avaient lancé de folles acclamations, avec des voix enrouées et totalement inaudibles, les 37 qui restaient. La foule ne les avait pas perçus, mais elle devait comprendre. Elle comprenait sûrement que la boucle de l'adoration de la mort et du désir de mort était bouclée pour une autre année, et la foule devenait complètement démente, se convulsait dans un paroxysme de plus en plus violent. Garati ressentit une vive douleur dans le côté gauche de la poitrine, mais ne put cependant s'arrêter de crier, tout en devinant qu'il se poussait lui-même jusqu'à l'extrême bord de la catastrophe. Un marcheur aux yeux sournois, nommé Milligan, les sauva tous en tombant à genoux, les yeux fermés, les mains pressées sur ses tempes, comme s'il essayait d'empêcher sa tête d'éclater. Il tomba sur le nez, en écrasa le bout comme de la craie sur la chaussée noire. Comme c'est bizarre, pensa Garati, ce garçon qui use son nez sur la route. Et puis Milligan fut miséricordieusement fusillé. Après cela, les marcheurs cessèrent de crier. Garati était très effrayé par cette douleur dans sa poitrine qui ne se calmait que partiellement. Il se promit que ce serait la fin de la folie. Nous nous rapprochons de ton ami demanda Parker. Il n'avait pas faibli, mais s'était un peu radouci. Garati l'aimait bien maintenant. 80 kilomètres, répondit-il. Peut-être 100, plus ou moins. T'as une sacrée chance, Garati, dit Parker avec nostalgie. Ah oui fit ce dernier. Il était étonné. Il tourna la tête pour voir si Parker se moquait de lui, mais il ne riait pas. Bah ouais, tu vas voir ta môme et ta mère. Et moi, qui est-ce que je vais voir avant la fin? Personne d'autre que ces porcs, gronda Parker, en faisant un bras d'honneur à la foule, qui prit cela pour un salut et l'acclama en délirant.
J'ai le mal du pays, tu comprends, et j'ai peur. Cochon hurla-t-il soudain à la foule. Bande de cochons. On l'acclama plus fort que jamais. J'ai peur aussi, dit Garati, et j'ai le mal du pays comme toi. Eh bien, nous sommes tous trop loin de chez nous. La route nous éloigne. Je les verrai peut-être, mais je ne pourrai pas les toucher. Le règlement dit, commença Parker. Ouais, mais je connais le règlement. Un contact corporel avec qui je veux, du moment que je ne quitte pas la route. Mais ce n'est pas la même chose, il y a un mur. Ah, tu peux parler, tiens, dit Parker. Tu vas les voir quand même. Ouais, mais ça risque d'être encore pire, dit McVrise. Il les avait rejoints sans bruit. Ils venaient de passer sous un feu clignotant jaune au carrefour de Winthrop. Garati voyait encore son reflet sur la chaussée, un effroyable œil jaune qui se fermait, s'ouvrait. Oh, vous êtes tous fous, dit aimablement Parker. J'aime mieux me tirer. Il pressa un peu le pas et disparut bientôt dans les ombres mouvantes. Ils nous croient amoureux l'un de l'autre, dit McVrise avec amusement, et Garati sursauta. Il quoi? Oh, c'est pas un mauvais cheval, tu sais, dit McVrise, l'air songeur, en coulant vers Garati un regard ironique. Il a même peut-être à moitié raison. C'est peut-être pour ça que je t'ai sauvé la peau. J'en pince peut-être pour toi. Avec une gueule comme la mienne, demanda Garati, je croyais que les pédales comme toi préféraient les grands minces. Malgré tout, il était mal à l'aise tout à coup. Soudain, d'une manière choquante, McVrise demanda. Tu me laisserais te branler? Mais qu'est-ce qui te. Oh, boucle-la, grogna McVrise. Tu me les brises avec tes grands airs vertueux. Je ne vais même pas te faciliter les choses en te disant si je plaisante ou non. Alors, qu'est-ce que tu dis? Garati avait quelque chose de poisseux dans la gorge. Le drame, c'était qu'il avait envie d'être touché. Pédé ou pas pédé, qu'est-ce que ça pouvait faire maintenant qu'ils étaient tous en train de mourir? Tout ce qui comptait, c'était McVrise. Il ne voulait pas que McVrise le touche, pas de cette façon. Ah, c'est vrai que tu m'as sauvé la vie, mais... Il laissa l'idée en suspens, et McVrise rit. Je devrais me considérer comme un salaud parce que tu me dois quelque chose et que j'en profite, c'est ça? Demanda-t-il. On fait ce que tu veux, dit sèchement Garati. Mais arrête tes petits jeux. Alors, ça veut dire oui? Fais ce que tu veux, glapit Garati, et Pearson, qui baissait les yeux, presque hypnotisé par ses pieds, releva la tête en sursautant. Fais ce que tu veux, et merde, répéta-t-il. McVrise rit encore. T'es un type bien, Ray. N'en doute jamais, dit-il. Il lui donna une claque sur l'épaule et se laissa distancer. Il n'en aura jamais assez, dit Pearson d'une voix lasse. Hein? Fit Garati. Ouais, plus que 400 kilomètres. Mes pieds sont comme du plomb avec du poison dedans. Mon dos brûle. Et ce con de McVrise n'en a pas encore assez. On dirait un homme affamé qui se bourre de laxatif. Il veut souffrir, c'est ça que tu penses? Demanda Garati. Ah oui, bon Dieu, qu'est-ce que tu crois? Il devrait porter une pancarte, tapez-moi dessus. Je me demande ce qu'il essaye d'expier. Je ne sais pas, dit Garati. Il allait dire quelque chose, mais il vit que Pearson ne l'écoutait plus. Il regardait de nouveau ses pieds, les traits tirés, creusés de rides d'horreur. Il avait perdu ses souliers, ses chaussettes de tennis sales traçaient des arcs grisâtres dans l'obscurité. Ils passèrent un panneau annonçant Leviston 50 km, et 1 kilomètre plus loin, il y avait une grande enseigne lumineuse dont les ampoules électriques écrivaient Garati 47. Garati voulait s'assoupir, mais n'y arrivait pas. Il comprenait ce que voulait dire Pearson à propos de son dos. Sa propre colonne vertébrale était comme une tige de feu. Les muscles de ses jarrets lui faisaient l'effet de plaies ouvertes, enflammées. L'engourdissement de ses pieds avait cédé la place à une douleur beaucoup plus aiguë, plus précise que tout ce qu'il avait souffert jusqu'à présent. Il n'avait plus faim, mais il avala quand même quelques concentrés. Plusieurs des marcheurs n'étaient plus que des squelettes ambulants, des horreurs issues de camps de la mort. Garati ne voulait pas leur ressembler, mais naturellement cela viendrait. Il se passa une main sur le flanc et joua du xylophone sur ses côtes. Ça fait un moment que je n'ai pas de nouvelles de Barkovitch, dit-il, pour tenter d'arracher Pearson à sa tragique concentration, qui donnait l'impression de voir une réincarnation d'Olson. Non, répondit Pearson. Quelqu'un a dit qu'une de ses jambes est devenue raide pendant la traversée d'Augusta. C'est vrai? Demanda Garati. À ce qu'il paraît, répondit Pearson. Garati eut soudain envie de ralentir et d'aller voir Barkovitch. Il fut difficile à trouver dans la nuit, et Garati échopa d'un avertissement, mais finalement il l'aperçut dans les derniers. Il se traînait, en boitant, la figure crispée. Ses yeux étaient presque fermés, au point de ressembler à des pièces de monnaie vues par la tranche.
Il avait perdu son blouson. Il parlait tout seul, d'une voix tendue, monotone. « Salut, Barkovitch, dit Garati. Barkovitch frissonna, trébucha et reçut un troisième avertissement. Et voilà, glapit-il rageusement. Tu vois ce que t'as fait? Vous êtes contents, tes petits copains merdeux et toi, hein? Tu n'as pas très bonne mine, dit Garati. Barkovitch sourit d'un air rusé. Oh, ça fait partie du plan, répondit-il. Tu te souviens, quand je vous parlais du plan, vous ne vouliez pas me croire. Olson ne me croyait pas, ni Davidson, et ni Gribble non plus. La voix baissa jusqu'au chuchotement gourmand, aigre de dépit. Garati, j'ai dansé sur leur tombe. Et tu as toujours mal à la jambe demanda tout bas Garati. Dis donc, c'est moche ça. Oh, plus que 35 à épuiser. Ils vont tous se désintégrer cette nuit, tu verras. Il n'y en aura pas une douzaine encore sur la route quand le soleil se lèvera. Ouais, tu verras. Toi et tes folles perdues de petits amis, Garati, tous morts avant le matin, morts avant minuit même. Garati se sentit subitement très fort. Il savait que Barkovitch n'en avait plus pour longtemps. Il avait envie de courir, avec ses reins en compote, son dos et ses pieds douloureux et tout, de courir raconter à McVryse qu'il allait réussir à tenir sa promesse. « Qu'est-ce que tu demanderas, dit Garati, quand tu gagneras ?» Barkovitch sourit largement, comme s'il avait attendu cette question. Dans la lumière indécise, sa figure parut se friper, comme si elle était coincée entre deux mains géantes. « Des pieds en plastique, Garati, répondit Barkovitch. Je vais me faire couper cela, et qu'ils aillent se branler s'ils ne supportent pas la plaisanterie. Je m'en ferai mettre des neufs en plastique, et cela je les collerai dans une machine à laver automatique, et je les regarderai tourner et tourner. Je pensais que peut-être tu souhaiterais avoir des amis, dit tristement Garati, avec un enivrant sentiment de triomphe, presque suffocant. Des amis fit Barkovitch. Oui, parce que tu en as pas. Nous serons tous heureux de te voir mourir. Tu ne vas manquer à personne. Je marcherai peut-être derrière toi, et je cracherai sur ta cervelle quand ils l'auront étalée en travers de la route. Oui, je ferai peut-être ça. Nous le ferons peut-être tous. C'était fou, comme si toute sa tête s'envolait, comme le jour où il avait balancé le canon de sa petite carabine contre Jimmy. Le sang, Jimmy qui hurlait, toute sa tête se défaisait dans une brume de chaleur par la justice sauvage et primitive de l'acte. « Ne me déteste pas, dit Barkovitch d'une voix géniarde. Pourquoi est-ce que tu veux me détester? Je ne veux pas mourir, pas plus que toi. Hein, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je regrette? Oui, je regretterai, mais je... Nous cracherons tous sur ta cervelle, dit Garati. Et toi, tu veux me toucher aussi? Barkovitch, blême, le regarda, les yeux vagues, déroutés. Oh non, pardonne-moi, souffla Garati. Il se sentait sale, avili. Il se dépêcha de fuir Barkovitch. Il maudit McVryse. Salaud, pensa-t-il. Pourquoi? Pourquoi? Tout à coup, les fusils aboyèrent, et il y en eut deux qui tombèrent morts en même temps, et l'un d'eux devait être Barkovitch. Ça ne pouvait pas ne pas être Barkovitch. Et cette fois, ce serait de sa faute, ce serait lui l'assassin, pensa Garati. Sur ce, Barkovitch éclata de rire. Le rire de Barkovitch s'élevait, de plus en plus fou, de plus en plus strident, couvrant jusqu'à la folie tumultueuse de la foule. « Garati! Garati! Je danserai sur ta tombe, Garati! Je danserai! Ah, ta gueule! Cria Abraham. Ta gueule, bougre de petit enfoiré! Barkovitch se tut, puis il se mit à sangloter. Ah, et va te faire voir, marmonna Abraham. Ça y est, reprocha Collie Parker. Tu l'as fait pleurer, Ab. Vilain garçon. Il va courir à la maison le dire à sa maman. Barkovitch continuait de sangloter. C'était un bruit creux, sec, qui donnait la chair de poule à Garati. C'était un bruit désespéré. Est-ce que le petit mot mignon joli va courir rapporter à sa maman lança Quince de l'avant. Oh, Barkovitch, si c'est pas malheureux. Fichez-lui la paix, hurla Garati dans sa tête. Fichez-lui la paix, vous n'avez aucune idée de sa souffrance. Mais qu'est-ce que c'était que cette sale pensée hypocrite? Il voulait que Barkovitch meure, autant l'admettre. Il voulait que Barkovitch craque et crève, voilà. Et Stibbins était probablement là-bas, derrière, dans le noir, qui se moquait de tous. Il se dépêcha, rattrapa McVryse, qui marchait paisiblement et contemplait distraitement la foule. La foule le regardait avec avidité. Si tu m'aidais à décider, dit McVryse. D'accord, fit Garati. Mais quel est le sujet de la décision? C'est qui est dans la cage, eux ou nous? Demanda McVryse. Garati éclata de rire d'un réel plaisir. Oh, c'est nous, nous tous. Et la cage est dans la maison des singes du commandant, dit Garati. Le rire ne se communiqua pas à McVryse.
Barkovitch est en train de basculer, n'est-ce pas demanda-t-il. Oui, je crois, dit Garati. Je ne veux plus voir ça, c'est dégueulasse, reprit McVrise. Et c'est de la triche. On construit tout autour de quelque chose, on prend quelque chose à cœur, et puis on n'en veut plus. Tu ne trouves pas dommage que les grandes vérités soient de tels mensonges? Je n'y ai jamais beaucoup réfléchi, dit Garati. Est-ce que tu te rends compte qu'il est presque 22 heures? C'est comme si on s'entraîne au saut à la perche toute sa vie, reprit McVrise. Et puis quand on arrive aux Jeux Olympiques, on se dit pourquoi diable est-ce que j'irais sauter par-dessus cette barre à la con? Ouais, c'est ça, marmonna Garati. Depuis un moment, quelque chose le tracassait énormément. Baker les avait rejoints. Il le regarda, puis McVrise et encore Baker. Est-ce que vous avez vu les... Olson, est-ce que vous avez vu ses cheveux avant qu'ils soient descendus demanda Garati. Qu'est-ce qu'ils avaient, ces cheveux demanda Baker. Ils devenaient gris, répondit Garati. Moi non, c'est dingue, protesta McVrise, mais il eut soudain l'air très effrayé. Non, c'était de la poussière ou quelque chose. Non, ils blanchissaient, insista Garati. Ils étaient comme si nous étions sur cette route depuis toujours. C'est ça, les cheveux d'Olson qui blanchissaient. Ils blanchissaient comme ça. C'est ça qui m'y a fait penser d'abord, mais c'est peut-être une espèce de folle immortalité. Cette pensée était atrocement déprimante. Il regarda droit devant lui, dans les ténèbres, en savourant le vent frais sur sa figure. Je marche, je marchais, je marcherai, j'aurais marché, psalmodia McVrise. Est-ce qu'on traduit ça en latin? Nous sommes en suspens dans le temps, pensa Garati. Leurs pieds bougeaient, mais pas eux. Les lueurs des cigarettes dans la foule, le faisceau d'une torche électrique ou une fusée scintillante concurrençant les étoiles, de singulières constellations révélant leur existence devant et derrière eux pour disparaître aussitôt dans le néant. Brrr, fit Garati en frissonnant. Il y a de quoi devenir fou. Précisément, approuva Pearson, et il rit nerveusement. Ils entamaient une longue côte en lacets. La chaussée était maintenant en béton précontraint, dur sous les pieds. Garati croyait sentir chaque rugosité à travers des semelles en papier. Le vent capricieux dispersait en congères basses des emballages de chocolat, des cartons de pop-corn, des papiers gras. Par endroits, il devait presque patauger dans cet amas. Ce n'est pas juste, pensa Garati, en s'apitoyant sur son sort. Comment c'est, plus loin demanda McVrise. Garati ferma les yeux et tenta de dessiner une carte dans sa tête. Je ne me rappelle pas toutes les petites villes, mais nous arrivons à Lewiston. C'est la deuxième grande ville de l'État, plus grande qu'Augusta. Nous suivrons carrément l'avenue principale. Dans le temps, ça s'appelait Lipston Street, mais maintenant c'est Cotter Memorial Avenue. Reggie Cotter est le seul gars du Maine à avoir gagné la longue marche, il y a longtemps. Et il est mort maintenant, pas vrai dit Baker. Oui, répondit Garati. Il a eu une hémorragie de l'œil et il a fini la marche à moitié aveugle. C'était un caillot dans son cerveau. Il est mort 8 jours après. Mais il y a très longtemps, répéta Garati, pour tenter faiblement d'amoindrir le fardeau. Pendant un moment, personne ne parla. Les papiers de chocolat craquaient sous leurs pieds avec le bruit d'un lointain incendie de forêt. Une chandelle romaine partit dans la foule. On percevait une luminosité diffuse à l'horizon, signalant probablement les villes jumelles de Lewiston et d'Auburn, le pays des Duchettes, des Aubuchons et des Lavesques, le pays du nous parlons français ici. Garati avait une envie presque obsessionnelle d'une plaque de chewing-gum. Et qu'est-ce qu'il y a après Lewiston demanda McVrise. Nous descendrons par la route 196, répondit Garati, et puis par la 126 jusqu'à Freeport, où je vais voir ma mère et ma môme. C'est là aussi que nous passons par la route numéro 1, et c'est là que nous resterons jusqu'à ce que ce soit fini. La grande autoroute murmura McVrise. Ouais, c'est ça, dit Garati. Les fusils les firent tous sursauter. Ça, c'est Barkovitch ou Quince, dit Pearson. Je ne vois pas bien. Il y en a un qui marche toujours, mais c'est... Barkovitch éclata de rire dans la nuit, un son aigu, gargouillant, terrifiant. Pas encore! Pas encore, bande de putes! Je ne suis pas encore foutu! Pas encore! Sa voix montait de plus en plus haut. On croyait entendre une sirène d'incendie devenue folle, et les mains de Barkovitch se levèrent brusquement comme des colombes effrayées prenant leur vol, et ses ongles s'enfoncèrent dans sa propre gorge. Jésus Dieu! Gémit Pearson, et il se vomit dessus. Les autres s'écartèrent, s'enfuirent et se dispersèrent en tous sens, tandis que Barkovitch continuait de hurler, de se lacérer et de marcher,
sa figure de fauve tournée vers le ciel, la bouche grande ouverte comme un trou d'ombre. Enfin le bruit de sirène retomba, et Barkovitch tomba avec. Les soldats le fusillèrent, mort ou vivant. Garaty fit demi-tour et se remit à marcher dans le bon sens, vaguement reconnaissant de ne pas avoir eu d'avertissement. Il lisait la même horreur que la sienne sur la figure de tous ceux qui l'entouraient. L'épisode Barkovitch était terminé. Garaty se dit que ce n'était pas de bon augure pour ceux qui restaient, pour leur avenir sur cette sombre route sanglante. « Je me sens mal, dit Pearson. Il avait la voix morne, sans timbre. Il était pris de haut le cœur sec, et pendant un moment, il marcha cassé en deux. « Ah, ça ne va pas, Dieu, je me sens mal !» McVryes regardait droit devant lui. « Je crois que je voudrais devenir fou, dit-il posément. » Seul Baker ne dit rien. C'était curieux parce que Garaty respira tout à coup une bouffée de chèvrefeuille de Louisiane. Il entendit le coassement des grenouilles dans les marais. Il sentit la moiteur, perçut le bourdonnement des cigales creusant la rue d'écorce des cyprès pour leur sommeil sans rêve de 17 ans. Il vit la tante de Baker qui se balançait dans son fauteuil à bascule, les yeux rêveurs, souriant et vague, assise sur son perron en écoutant les parasites et les voix lointaines de sa vieille radio dans son meuble d'acajou fissuré et écaillé, qui se balançait, se balançait, se balançait, souriante, ensommeillée, comme un chat qui a trouvé de la crème et s'en est bien repu. Le petit jour se faufila dans un monde de brouillard silencieux. Garaty marchait de nouveau tout seul. Il ne savait même pas combien de marcheurs avaient été éliminés pendant la nuit. 5 peut-être. Ses pieds avaient la migraine, il avait mal aux fesses. Sa colonne vertébrale était une lame glacée, mais ses pieds avaient la migraine, le sang s'y coagulait, les gonflait et transformait les veines en spaghettis al dente. Il y avait toujours cette surexcitation qui se tortillait dans son ventre. Il n'était plus qu'à 20 kilomètres de Freeport. À présent, il traversait Porterville, et même si la foule les voyait à peine dans le brouillard épais, elle psalmodiait son nom en cadence depuis Lewiston. C'était comme la pulsation d'un cœur géant. Freeport et Jan, pensa-t-il. Garaty? La voix était familière mais morne, celle de McVryes. Sa figure était un crâne velu, ses yeux étincelaient d'un éclat fiévreux. « Bonjour, dit-il. Nous vivons pour lutter encore une journée. » « Ouais, fit Garaty. Il y en a combien qui se sont plantés cette nuit ? 6, répondit McVryes. Il tira de sa ceinture un bocal de pâte de bacon et enfourra dans sa bouche avec les doigts. Ses mains tremblaient sérieusement. 6 depuis Barkovitch, reprit-il, et il remit le bocal en place avec des gestes de vieillard paralytique. Et Pearson s'est fait avoir. Sans blague, fit Garaty. Nous ne sommes plus beaucoup, Garaty, reprit McVryes. Seulement 26. Non, ça ne fait pas beaucoup, dit Garaty. En marchant dans le brouillard, on avait l'impression d'avancer dans des nuages de poussière impalpable. Il ne reste pas beaucoup d'entre nous non plus, Garaty, reprit McVryes. Tu sais, les mousquetaires. Toi et moi, et puis Baker, Abraham et Parker. Et Stibbins, si tu veux le compter. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Comptons Stibbins. 6 mousquetaires et 20 halbardiers. Et tu crois toujours que je vais gagner ? Demanda Garaty. Est-ce qu'il y a toujours autant de brouillard par ici, au printemps ? Demanda McVryes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Fit Garaty. Non, je ne crois pas que tu gagneras, dit McVryes. Ce sera Stibbins, Ray. Rien ne peut l'user, il est comme les diamants. Il paraît que Vegas le donne à 9 contre 1 maintenant que Scram n'est plus dans le coup. Merde, il a exactement la même allure à présent qu'au départ. Garaty hocha la tête, comme il s'y attendait. Il trouva sur lui un tube de concentré de bœuf et se mit à manger. Il aurait donné cher pour un peu du hamburger cru de McVryes, disparu depuis longtemps. McVryes renifla un peu et s'essuya le nez avec la main. « Ça ne te fait pas drôle de revenir sur ton territoire après tout ça ?» Garaty sentit le petit ver de surexcitation se tortiller et se retourner. « Non, répondit-il, ça me paraît la chose la plus naturelle du monde. » Ils descendirent une longue pente et McVryes leva les yeux vers la blancheur du néant. « Le brouillard s'épaissit, remarqua-t-il. »« Ce n'est pas du brouillard, dit Garaty, c'est de la pluie à présent. » La pluie tombait doucement, comme si elle n'avait aucune intention de s'arrêter, pas avant longtemps. « Et où est Baker ?»« Oh, par là, derrière, quelque part, répondit McVryes. Sans un mot, les mots n'étaient presque plus nécessaires, Garaty se laissa un peu distancer.
La route les amena de part et d'autre d'un refuge de piétons devant le centre récréatif de Porterville avec ses 5 pistes de bowling et devant un bâtiment noir des ventes du gouvernement avec un grand panneau dans la vitrine Mai est le mois de confirmation de votre sexe. Garrity manqua à Becker dans la brume, mais se retrouva à côté de Stibbins. Dur comme des diamants, disait McVryse, mais ce diamant-là avait quelques petits défauts. Il marchait maintenant parallèlement à la large Andoscoggin, une rivière polluée à mort. Sur l'autre rive, la Potterville Weaving Company, une usine de textile, dressait ses tourelles dans le brouillard, comme un château fort crasseux. Stibbins ne leva pas les yeux, mais Garrity savait que Stibbins savait qu'il était là. Il ne dit rien, bêtement résolu à ce que Stibbins prononce le premier mot. La route faisait un nouveau coude. Pendant un moment, elle disparut, alors qu'il passait le pont enjambant l'Androscoggin. Au-dessous d'eux, l'eau coulait paresseusement, maussade et saumâtre, décorée d'écume jaunâtre. « Eh bien ?» fit Stibbins. « Économise ton souffle une minute, dit Garrity. Tu vas en avoir besoin. » Ils arrivèrent à l'extrémité du pont, et la foule réapparut, comme ils tournaient à gauche pour gravir Brickyard Hill. La côte était longue, abrupte, au virage relevé. La rivière s'éloignait à leurs pieds, sur la gauche, et sur leur droite, il y avait une paroi presque perpendiculaire. Mais des spectateurs s'y agrippaient, accrochés aux arbres, aux buissons, les uns aux autres, en psalmodiant le nom de Garrity. Une fois, il avait flirté avec une fille qui habitait Brickyard Hill, qui s'appelait Caroline. Elle était mariée à présent, elle avait un gosse. Elle l'aurait bien laissé faire, mais il était jeune et plutôt niais. Devant eux, Parker, hors d'haleine, chuchotait des jurons étouffés qui se perdaient dans le bruit de la foule. La jambe de Garrity frémit et menaça de se changer en gélatine, mais c'était la dernière grande côte avant Freeport. Après, ça n'aurait plus d'importance. S'il se plantait, il se planterait. Finalement, ils arrivèrent en haut et Stibbins, haletant à peine, répéta « Eh bien ?» Les fusils tonnèrent. Un garçon nommé Charlie Field tira sa révérence à la marche. « Eh bien, rien, dit Garrity. Je cherchais Becker, et c'est toi que j'ai trouvé. McVryse dit que tu vas gagner. » McVryse est un imbécile, dit paisiblement Stibbins. Tu crois vraiment que tu verras ta môme, Garrity, parmi tous ces gens? Oh oui, elle sera au premier rang. Elle a un laissez-passer, répondit Garrity. Ah, les flics seront trop occupés à repousser tout le monde pour la laisser se glisser au premier rang, dit Stibbins. Non, c'est pas vrai, protesta Garrity, très vivement parce que Stibbins venait d'exprimer sa propre crainte. Pourquoi est-ce que tu dis des trucs comme ça? Mais d'abord, c'est surtout ta mère que tu veux voir, dit Stibbins. Garrity eut un mouvement de recul. Quoi? Est-ce que tu ne vas pas l'épouser quand tu seras grand? C'est ce que veulent tous les petits garçons, hein, Garrity? Oh, t'es dingue, dit-il. Vraiment? Ah oui. Et pourquoi penses-tu que tu mérites de gagner, Garrity? Demanda Stibbins. Tu as une intelligence de seconde classe, tu es un spécimen physique de seconde classe, et tu as probablement une libido de seconde classe. Je parierais mon chien et le pouce que tu ne l'as jamais sauté, cette môme dont tu parles. Ferme ta sale gueule, dit Garrity. T'es puceau, hein? Et peut-être un peu pédé sur les bords. Mais n'aie pas peur, tu peux te confier à papa Stibbins. Je t'userai, même si je dois marcher jusqu'en Virginie, espèce de salopard, fit Garrity. Il tremblait de rage. Il ne se souvenait pas d'avoir jamais été aussi furieux. Mais oui, je comprends, dit Stibbins, sur un ton indulgent. Putain de ta mère! Espèce de... Ah, tu vois, ça c'est un mot intéressant, le coupa Stibbins. Qu'est-ce qui te fait employer cette expression-là? Pendant une seconde, Garrity ne sut pas s'il allait se jeter sur Stibbins ou s'évanouir de colère, mais il ne fit ni l'un ni l'autre et répéta « Même si je dois marcher jusqu'en Virginie. Oui, jusqu'en Virginie. » Stibbins se haussa sur la pointe des pieds et sourit d'un air endormi. « Moi, je me sens capable de marcher jusqu'en Floride, Garrity. » Garrity s'écarta d'un bond, s'élança à la recherche de Baker et sentit sa rage fondre pour se résoudre en une espèce de honte. Stibbins le prenait pour un jobard. Il se dit qu'il l'était, probablement. Baker marchait à côté d'un garçon que Garrity ne connaissait pas. Il baissait la tête et ses lèvres remuaient doucement. « Hé, Baker !» Baker sursauta, puis il parut se secouer tout entier comme un chien. « Tiens, Garrity, toi !»« Oui, c'est moi. »« Je rêvais. Un rêve vachement réaliste, dit Baker. »« Et quelle heure il est ?» Garrity vérifia. « Presque 6h40, répondit-il. »« Est-ce qu'il va pleuvoir toute la journée, d'après toi ?»« Ah !» s'écria Garrity en trébuchant, soudain déséquilibré. « Mon compte talon qui s'est détaché !»
Eh ben, débarrasse-toi des deux, conseilla Baker. Les clous vont finir par traverser, et c'est plus dur quand on est à cloche-pied. Garati envoya valser d'une ruade une de ses chaussures, et elle alla retomber en tournoyant à la lisière de la foule, où elle resta un moment comme un petit chien blessé. Des mains se tendirent avidement. L'une la saisit, une autre l'arracha, et il y eut une brève mais violente bagarre pour la chaussure. L'autre ne voulait pas se laisser ôter d'une ruade, le pied était enflé. Il s'accroupit, reçut un avertissement, mais délaça la chaussure et l'enleva. Il envisagea de la lancer à la foule, mais se ravisa et la laissa simplement sur la chaussée. Une grande vague de détresse irrationnelle déferla sur lui, et il pensa « J'ai perdu mes souliers. J'ai perdu mes souliers. » Le revêtement était froid sous ses pieds, ses chaussettes en lambeaux furent vite trempées. Ses deux pieds avaient un drôle d'aspect, bizarrement pâteau. La détresse de Garati se changea en pitié pour ses pieds. Il rattrapa vite Baker, qui marchait aussi sans chaussures. « Je suis à peu près complètement crevé, dit Baker avec simplicité. Nous le sommes tous, dit Garati. Je me rappelle toutes les choses agréables qui me sont arrivées dans ma vie, reprit Baker. La première fois que j'ai emmené danser une fille, il y avait un gros ivrogne qui cherchait toujours à me la prendre, et j'ai fini par le faire sortir dehors et je lui ai fait sa fête. J'y suis seulement arrivé parce qu'il était vraiment bourré. Et la fille, elle m'a regardé comme si j'étais ce qu'il y avait de plus épatant depuis le moteur à combustion interne. Je me souviens de mon premier vélo aussi, et de la première fois où j'ai lu The Times Woman in White de Wilkie Collins. Ça, c'est mon livre préféré, Garati, si jamais on te le demande. Je me souviens aussi d'être assis à moitié endormi au bord d'un ruisseau, avec une canne à pêche ou des filets pour rattraper des écrevisses par milliers. Endormi dans l'herbe du jardin, avec un album de Popeye sur ma figure. Je pense à tout ça, Garati. Depuis un petit moment seulement, comme si j'étais vieux et que je devenais sénile. La pluie matinale tombait, avec des reflets d'argent autour d'eux. Même la foule semblait plus discrète, plus distante. On revoyait des visages assez flous, comme des figures derrière des carreaux mouillés. C'étaient des visages pâles, aux yeux foncés, à la mine sombre, sous des chapeaux, des parapluies ruisselants, sous des tentes en papier journal. Garati souffrait d'une douleur interne, sourde, profonde, et il lui semblait que cela irait mieux s'il pouvait crier, mais il ne le pouvait pas plus qu'il ne pouvait réconforter Baker et lui dire que c'était très bien de mourir. C'était peut-être vrai, mais peut-être pas, allez savoir. « J'espère que ce ne sera pas noir, dit Baker. C'est tout ce que j'espère. S'il y a un au-delà, j'espère qu'il n'est pas noir. Et j'espère qu'on peut se souvenir. Ça me ferait horreur d'errer éternellement dans le noir, sans savoir qui je suis ou ce que je fais là, sans même savoir si jamais j'ai été différent. » Garati voulut répondre, mais des coups de feu le firent taire. Les affaires reprenaient. La trêve que Parker avait si bien prédite était terminée. Baker fit une grimace. « C'est ça que je crains le plus, ce bruit. Pourquoi est-ce que nous avons fait ça, Garati? Nous devions avoir perdu la boule. » « Je crois qu'il n'y avait aucune espèce de raison, répondit Garati. « Nous ne sommes tous que des souris dans une souricière, conclut Baker. La marche continuait, la pluie tombait. Ils passèrent par des endroits que Garati connaissait, des cabanes vétustes où personne ne vivait, une petite école abandonnée au profit d'un nouvel immeuble, des poulaillers, de vieux camions sur des cales, des champs labourés. Il croyait se souvenir de chaque champ, de chaque maison. Tout son corps vibrait maintenant d'impatience. La route lui semblait s'envoler, ses jambes retrouvaient leur élasticité, mais peut-être Stibbins avait-il raison. Elle ne serait peut-être pas là, il fallait l'envisager et s'y préparer au moins. Le bruit courut dans les rangs clairsemés qu'un garçon, à l'avant, croyait avoir une crise d'appendicite. Garati se serait révolté contre un tel événement un peu plus tôt, mais à présent il ne pensait qu'à Jan et à Freeport. Les aiguilles de sa montre cavalaient, comme si elles étaient animées d'une vie démoniaque, plus que 8 kilomètres. Ils étaient entrés dans la banlieue de la ville. Quelque part devant lui, il y avait sa mère et Jan, déjà installés devant le centre commercial Free Trade, comme promis. Le ciel s'éclaircit un peu, mais resta couvert. La pluie se changeait en un crachin opiniâtre. La chaussée était à présent un miroir, de la glace noire où Garati croyait presque voir le reflet de sa figure convulsée. Il passa une main sur son front, qui lui parut chaud et fébrile. « Jan, ah, Jan, tu dois savoir que je... » Mais le garçon qui avait mal au ventre, le numéro 59, qui s'appelait Klingerman, commença à hurler. Ses cris ne tardèrent pas à devenir monotones.
Garati songea à la longue marche qu'il avait vue, à Freeport aussi, et au garçon qui répétait en chantonnant d'une voix monotone « Je ne peux pas, je ne peux pas !» Klingerman, pensa-t-il, ferme ta gueule. Mais Klingerman continuait de marcher et continuait de hurler, les mains croisées sur son côté, et les aiguilles de la montre de Garati continuaient de galoper. Il était 8h15 maintenant. Tu seras là, Jeanne, dit. Hein, oui, d'accord. Je ne sais plus ce que tu signifies, mais je sais que je suis encore en vie et que j'ai besoin que tu sois là, pour me faire signe, un signe. Mais sois là, sois là. 8h30. Est-ce qu'on s'en rapproche de ce foutu patelin cria Parker. Qu'est-ce que ça peut te foutre rit Cana McBride. T'as sûrement pas de fille qui t'attend, toi. Oh, j'ai des filles partout, pauvre con, riposta Parker. Elles jettent un coup d'œil à ma gueule et mouillent leur slip. La gueule dont il parlait était maintenant blafarde, hagarde, l'ombre de ce qu'elle avait été. 8h45. Mollo, mon vieux, dit McBride, quand Garati le rattrapa et voulut le doubler. Garde-en un peu pour cette nuit. Je ne peux pas, répondit Garati. Stibbins dit qu'elle ne sera pas là, qu'ils n'auront pas un agent de libre pour l'aider à passer. Il faut que je sache. Mais mollo, du calme, reprit McBride. C'est tout ce que je peux te dire. Stibbins ferait boire à sa mère un cocktail de Morora si ça pouvait le faire gagner. Ne l'écoute pas. Elle sera là, parce que, d'abord, ça fait une pub formidable. Mais, commença Garati. Il n'y a pas de mais, reprit McBride. Ralentis et ne crève pas. Oh, tu sais où tu peux te les fourrer, tes platitudes à la con, glapit Garati. Et puis il s'humecta les lèvres et porta une main tremblante à sa joue. Oh, excuse-moi, je n'aurais pas dû dire ça. Et Stibbins a dit aussi que, d'abord, je ne voulais voir que ma mère. Et tu ne veux pas la voir demanda McBride. Ah si, bien sûr, répondit Garati. Qu'est-ce que tu crois que... Non, si, je ne sais pas. J'avais un copain dans le temps, et lui et moi, nous sommes mis à poil, et elle... Garati McBride le prit par l'épaule. Klingerman hurlait de plus en plus fort. Quelqu'un à l'avant lui demanda s'il voulait de l'Alka-Seltzer. Ce bon mot provoqua un éclat de rire général. T'es en train de craquer, Garati, calme-toi, ne fous pas tout en l'air, lui dit McBride. Oh, fous-moi la paix, glapit Garati. Il se fourra un poing dans la bouche et le mordit, puis, au bout d'une seconde, il dit plus posément Laisse-moi, tu veux Bon, d'accord, dit McBride, et il s'éloigna. Garati voulut le rappeler, mais ne put s'y résoudre. Et alors, pour la 4e fois, il fut 9h du matin. Les 24 restants tournèrent à gauche et surplombèrent la foule en défilant sur le pont de l'autoroute 295 pour entrer dans la ville de Freeport. Devant eux, il y avait le Derry Joy, où Jan et lui passaient parfois après le cinéma. Ils tournèrent à droite et rejoignirent la route numéro 1, que quelqu'un avait appelée la Grande Autoroute. Grande ou petite, c'était la dernière. Les aiguilles de la montre de Garati semblaient vouloir lui sauter dessus. Le centre de la ville n'était pas loin. Il apercevait Woolmans sur la droite, un gros bâtiment carré et laid qui se cachait derrière une fausse façade. Les confettis et les bouts de papier reprenaient leur sarabande. La pluie les rendait mous et collants. La foule s'agglutinait. Quelqu'un brancha la sirène d'incendie et ses ululements sinistres se mêlèrent aux cris de Klingerman. La sirène d'incendie de Freeport et lui chantaient un duo de cauchemar. La tension courait dans les veines de Garati. Il entendait son cœur battre, tantôt dans son ventre, tantôt dans sa gorge, tantôt entre ses yeux. 200 mètres. Il glapissait encore son nom. Ray, 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 jusqu'au bout. Mais il n'avait pas encore vu de figure de connaissance dans la foule. Il se glissa vers la droite jusqu'à ce que les mains crochues de foule soient à quelques centimètres de lui. Un long bras musclé arriva même à pincer l'étoffe de sa chemise, et il fit un bond en arrière, comme s'il avait failli être attiré dans un engrenage. Et les soldats pointaient leurs fusils sur lui, prêts à tirer si jamais il essayait de disparaître dans cette marée humaine. Plus que 100 mètres. Il voyait l'énorme enseigne marron de Woolmans, mais aucune trace de sa mère ou de Jan. Dieu, mon Dieu, Stibbins avait raison. Et même si elles étaient là, comment allait-il les voir dans cette masse grouillante? Un gémissement de détresse lui échappa. Il trébucha et manqua de tomber en s'en mêlant les pieds. Stibbins avait eu raison. Il voulait s'arrêter là, ne pas aller plus loin. La déception, le sentiment de perte l'accablaient trop. À quoi bon maintenant? La sirène d'incendie hurlait, la foule criait, Klingerman glapissait,
La pluie tombait, et sa propre âme torturée vacillait dans sa tête et battait les murs. Je ne peux pas continuer, je ne peux pas. Mais ses pieds avançaient obstinément. Où suis-je? Jeanne? Jeanne! Il la vit. Elle agitait le foulard de soie bleue qu'il lui avait offert pour son anniversaire, et la pluie scintillait dans ses cheveux comme des pierres précieuses. Sa mère était à côté d'elle, avec son simple manteau noir. Elles étaient serrées l'une contre l'autre par la foule, bousculées d'un côté et de l'autre. Par-dessus l'épaule de Jeanne, une caméra de télévision avançait son groin stupide. Il eut l'impression qu'un grand abcès, quelque part dans son corps, venait de crever. L'infection ruissela de lui en une marée verte. Il se mit à courir tant bien que mal, les pieds en dedans. Ses chaussettes en loques claquaient sur ses pieds enflés. « Jeanne! Jeanne !» Il s'entendait penser, mais ne savait si les mots sortaient de sa bouche. La caméra télé le suivit avec enthousiasme. Le vacarme était inimaginable. Il vit les lèvres de Jeanne former son nom, et il ne put se retenir de lui tendre les mains. Il le fallait. Un bras l'arrêta net, c'était McVryse. Un soldat leur donna à tous deux un premier avertissement au mégaphone. « Non, pas dans la foule !» McVryse avait la bouche contre l'oreille de Garati, et il hurlait. Un élancement douloureux transperça le crâne de Garati. « Lâche-moi » fit-il. « Non, je ne te laisserai pas te tuer, Ray, » dit McVryse. « Mais lâche-moi, nom de Dieu !»« Tu veux mourir dans ses bras, c'est ça ?» lui demandait-il. Le temps s'enfuyait. Elle pleurait. Il voyait les larmes sur ses joues. Il se dégagea de l'étreinte de McVryse et voulut encore se précipiter vers elle. Il sentait monter à sa gorge des sanglots durs et secs. Il avait envie de dormir. Il trouverait le sommeil dans ses bras. Il l'aimait. « Ray, je t'aime !» Il lisait les mots sur ses lèvres. McVryse était toujours à côté de lui. La caméra de télévision ne les lâchait pas. Et maintenant, du coin de l'œil, il aperçut sa classe du lycée, les copains qui déroulaient une immense banderole avec sa photo dessus, sa photo de l'annuaire du lycée, agrandie à la taille de Godzilla, et elle lui souriait largement alors qu'il pleurait et se débattait pour atteindre Jeanne. « Avertissement! Avertissement numéro 47 !» rugit le haut-parleur avec la voix de Dieu. « Jeanne !» Elle lui tendit les bras. Leurs mains s'effleurèrent, sa main si fraîche, ses larmes. Et sa mère, les mains tendues. Il les saisit. Dans une main celle de Jeanne, dans l'autre celle de sa mère. Il les toucha. Et c'était fini. C'était fini, jusqu'à ce que le bras de McVryse revienne autour de ses épaules. Cruel McVryse. « Lâche-moi! Lâche-moi !»« Non, mon vieux, tu dois vraiment la détester, » brailla McVryse à son oreille. « Hein, qu'est-ce que tu veux ? Mourir en sachant qu'elles seront toutes les deux éclaboussées de ton sang? Est-ce que c'est ça que tu veux? Enfin quoi, pour l'amour du ciel, viens !» Il se débattit, mais McVryse était fort. Et McVryse avait peut-être même raison. Il regarda Jeanne, qui ouvrait maintenant de grands yeux alarmés. Sa mère faisait des gestes pour le chasser, et les lèvres de Jeanne formaient des mots qu'il lisait comme une malédiction. « Va, va, va !» Bien sûr qu'il devait continuer, pensa-t-il, non sans apathie. Il était le champion du Maine. Et à cette seconde, il la détesta, alors que pourtant, si, elle avait fait quelque chose. Ce n'était rien que de s'être laissé attraper, elle et sa mère, dans le piège qu'il s'était tendu à lui-même. Troisième avertissement pour lui et pour McVryse, grondant majestueusement comme le tonnerre. La foule se calma imperceptiblement et continua de regarder avec avidité. Il y avait maintenant de la panique dans les yeux de sa mère et de Jeanne. Sa mère porta vivement les mains à sa figure, et il pensa à celle de Barkovitch, volant comme des colombes effrayées pour arracher sa propre chair. « Si tu dois le faire, attends d'avoir tourné le coin, foutu minable !» cria McVryse. Il se mit à geindre. McVryse l'avait encore battu. McVryse était très fort. « D'accord, dit-il, sans savoir si McVryse l'entendait. « D'accord, je marche. Lâche-moi avant de me fracturer la clavicule. » Il sanglota, hoqueta, s'essuya le nez. McVryse le lâcha avec méfiance, se tenant prêt à l'empoigner de nouveau. À retardement, Garati se retourna, mais elles étaient presque noyées dans la foule. Il se dit que jamais il n'oublierait cette panique dans leurs yeux, ce sentiment de confiance et de certitude brutalement arraché. Il n'aperçut rien qu'un bout de soie bleue. Il se retourna vers l'avant, sans regarder McVryse, et ses pieds traîtres, mal assurés, l'emmenèrent hors de la ville avec les autres. Tubbins était devenu fou. Tubbins était un garçon à lunettes, petit, avec une figure pleine de taches de rousseur. Il portait un jean taille basse qui le remontait constamment.
Il n'avait pas dit grand-chose, mais il était assez gentil avant de devenir fou. Putain délirait-il sous la pluie, la figure offerte, l'eau ruisselant sur ses verres, sur ses joues, ses lèvres, son menton rond. La prostituée de Babylone est parmi nous. Elle se couche dans les rues et écarte ses jambes dans l'ordure des pavés. Prenez garde à la prostituée de Babylone. Le miel ruisselle de ses lèvres, mais son cœur est de fiel et de bois vermoulu. Et elle a la ch'touille, ajouta Collie Parker d'une voix épuisée. Dieu de Dieu, il est pire que Klingerman. Crève une bonne fois, Tubi, cria-t-il. Impudique et proxénète, glapit Tubbins. Vil, vil, souillé. Pisse-lui dessus, marmonna Parker. Je vais le tuer moi-même s'il ne se tait pas. Il passa des doigts tremblants et squelettiques sur sa bouche, les laissant tomber à sa ceinture, et mit 30 secondes à décrocher son bidon. Il faillit le lâcher en le portant à sa bouche, et puis en renversa la moitié. Il se mit à pleurer doucement. Il était 3 heures de l'après-midi. Ils avaient laissé derrière eux Portland et South Portland. Il y avait environ un quart d'heure qu'ils étaient passés sous une banderole mouillée et claquante, proclamant que la frontière du New Hampshire était seulement à 70 kilomètres. Seulement, pensa Garrity. Seulement, quel mot stupide. Quel est l'idiot qui s'est fourré dans la tête que nous avions besoin d'un mot aussi stupide que celui-là. Il marchait à côté de McVryse, mais McVryse ne parlait que par monosyllabes depuis Freeport. Garrity osait à peine lui adresser la parole. Il était de nouveau endetté envers lui, et il en avait honte. Honte parce qu'il savait qu'il n'aiderait pas McVryse si l'occasion se présentait. Maintenant, Jan avait disparu, sa mère avait disparu, irrévocablement et pour l'éternité, à moins qu'il gagne. Et maintenant, il voulait à toute force gagner. Bizarre. Il ne se souvenait pas d'avoir voulu gagner, c'était la première fois. Pas même au départ, quand il était tout frais, au temps des dinosaures, il n'avait consciemment souhaité gagner. Il n'y avait eu que la gageure, mais les fusils ne produisaient pas de petits drapeaux rouges avec pan écrit dessus. Ce n'était pas du baseball, ni du pas de géant, c'était absolument réel. Mais ne l'avait-il toujours pas su? Depuis qu'il savait qu'il voulait gagner, ses pieds lui faisaient 2 fois plus mal, et il avait des élancements aigus dans la poitrine à chaque respiration. La sensation de fièvre s'aggravait. Il avait peut-être attrapé quelque chose de scram. Il voulait gagner, mais McVryse lui-même ne pourrait pas le porter sur la ligne d'arrivée invisible. Il ne pensait pas pouvoir gagner. À la petite école, il avait remporté le concours d'orthographe de sa classe, et on l'avait envoyé à celui du district, mais là, le maître n'était pas Miss Petrie, qui vous laissait vous reprendre. Un bon cœur, Miss Petrie. Il était resté planté là, blessé, incapable d'y croire, certain qu'il devait y avoir une méprise, mais il n'y en avait pas. Il n'avait simplement pas été assez bon pour réussir cette fois-là, et il n'allait pas être assez bon maintenant. Il l'était assez pour en épuiser la majorité, mais pas tous. Ses pieds et ses jambes étaient passés de l'engourdissement à la rébellion rageuse, et maintenant la mutinerie guettait. 3 seulement étaient tombés depuis qu'ils avaient quitté Freeport, dont le malheureux Klingerman. Garrity savait ce que les autres pensaient. Trop de tickets avaient été distribués pour qu'ils abandonnent. Non, pas alors qu'il en restait seulement 20 à abattre. Ils marchaient désormais jusqu'à ce que leur corps ou leur esprit se désintègre. Ils passèrent sur un pont enjambant un paisible petit ruisseau dont la surface était légèrement grêlée par la pluie. Les fusils tonnèrent, la foule s'égosilla, et Garrity sentit la minuscule étincelle d'espoir têtue dans son crâne briller un tout petit peu plus vivement. « Ça t'a fait plaisir de voir ta môme ?» C'était Abraham qui lui posait la question, et il avait l'air d'une victime de la marche de Bata-Han. Pour on ne savait quelle inconcevable raison, il s'était débarrassé de son blouson et de sa chemise, dénudant son torse osseux et ses côtes apparentes. « Oui, fit Garrity, et j'espère que je pourrai lui revaloir tout ça. » Abraham sourit. « Tu espères ? Ouais, je commence à me rappeler comment on épelle ce mot-là. Moi aussi, dit-il, sur un ton très vaguement menaçant. Est-ce que c'était Tubbins ? Garrity écouta. Il n'entendit rien que le rugissement incessant de la foule. « Oui, bon Dieu, c'était lui. Parker a dû lui jeter le mauvais œil, dit Garrity. « Moi, je n'arrête pas de me répéter qu'il me suffit de continuer à poser un pied devant l'autre, reprit Abraham. « Ouais, fit Garrity. Abraham prit un air désolé. « Garrity, c'est vachement dur à dire, mais... » « Quoi donc ?» demanda Garrity. Abraham garda le silence un long moment. Il était chaussé de gros Richelieu qui avait l'air atrocement lourd aux yeux de Garrity, dont les pieds nus étaient glacés et à vif.
Il tapait et raclait la chaussée qui s'était maintenant élargie à 3 voies. La foule paraissait moins bruyante et plus distante qu'elle ne l'était depuis Augusta. Abraham avait l'air plus désespéré que jamais. C'est une saloperie, dit-il. Je ne sais pas comment le dire. Garati haussa les épaules, l'air assez perplexe. Bah, t'as qu'à le dire, tout simplement. Ouais, bon, ben, voilà, écoute. Nous nous réunissons pour quelque chose, nous tous qui restons. Un Scrabble, peut-être demanda Garati. Non, c'est une espèce de promesse. Ah oui fit Garati. Oui, pas d'aide pour personne. On marche tout seul ou on ne marche pas. Garati regarda ses pieds. Il se demanda depuis combien de temps il avait faim. Il se demanda dans combien de temps il s'évanouirait s'il ne mangeait pas quelque chose. Il pensa que les Richelieu d'Abraham étaient comme Stibbins. Ses souliers seraient capables de le porter d'ici au pont de San Francisco sans même qu'il casse un lacet. Du moins, ils en avaient bien l'air. Ça me paraît plutôt dur, dit enfin Garati. La situation est devenue plutôt dure. Abraham se défendait de le regarder. Et t'as parlé de ça aux autres, à tous demanda Garati. Non, pas encore, répondit Abraham. Rien qu'à une douzaine. Ouais, bah c'est vraiment une saloperie, dit Garati. Je comprends que tu aies du mal à en parler. On dirait que ça devient de plus en plus dur, reprit Abraham, au lieu d'être plus facile. Et qu'est-ce qu'ils ont dit demanda Garati. Ils savaient ce qu'ils avaient dit, ce qu'ils étaient censés avoir dit. Ils sont pour, répondit Abraham. Garati ouvrit la bouche et la referma. Il regarda Baker devant. Baker portait son blouson trempé. Il courbait la tête. Une de ses hanches ondulait bizarrement. Sa jambe gauche était raidie. Et pourquoi t'as ôté ta chemise demanda-t-il tout à coup à Abraham. Elle me donnait des démangeaisons, répondit-il. De l'urticaire ou quelque chose du genre. C'était du synthétique, peut-être, et je fais peut-être une allergie au tissu synthétique. Merde, comment veux-tu que je le sache? Alors, qu'est-ce que tu en dirais? Ben, que t'as l'air d'un pénitent, répondit-il. Alors, qu'est-ce que tu dis, oui ou non? Moi, je dois 2 coups de main à McVryse, répondit-il. McVryse était tout près, mais impossible de savoir s'il entendait leur conversation dans le vacarme de la foule. Allez, McVryse, pensa-t-il, dis-lui que je ne te dois rien. Allez, vieille vache. Mais McVryse ne dit rien. Oh, d'accord, dit Garati. Compte sur moi. C'est cool, dit Abraham. Voilà que je suis un animal, rien qu'un sale animal fatigué. Tu t'es vendu. Si tu essayes d'aider quelqu'un, reprit Abraham, nous ne pouvons pas te retenir, c'est contre le règlement. Mais nous te mettrons en quarantaine et tu auras manqué à ta promesse. Non, je n'essaierai pas, dit Garati. Et c'est la même chose pour ceux qui veulent t'aider. Ok. C'est rien de personnel, tu comprends, reprit Abraham. Hein, tu le comprends bien, Ray. Nous sommes carrément contre. Oui, oui, chacun pour soi ou la mort, dit Garati. C'est ça, confirma Abraham. Ouais, rien de personnel. Retour à la jungle, dit Garati. Pendant une seconde, il crut qu'Abraham allait se fâcher, mais le léger sursaut se réduisit à un soupir inoffensif. Il devait être trop fatigué pour se fâcher. T'as dit d'accord, hein, Ray, et je te rappellerai ta promesse. Je devrais peut-être monter sur mes grands chevaux et protester que je tiendrai ma promesse, parce que ma parole vaut de l'or, mais je serai franc. Je veux te voir prendre ton ticket, Abraham, et le plus tôt sera le mieux. Abraham s'humecta les lèvres. Ouais, je comprends. Et t'as de bonnes godasses, Ab, dit Garati. Oui, mais elles sont trop lourdes, répondit-il. On achète pour la distance et on ramasse du poids. Y a pas de remède contre le cafard de l'été, hein demanda Garati. Abraham rit. Garati observa McVryse. Sa figure était indéchiffrable. Peut-être avait-il entendu, possible. La pluie tombait tout droit, plus lourde, plus froide. Le torse d'Abraham était blanc comme un ventre de poisson. Il avait davantage l'aspect d'un détenu, sans sa chemise. Garati se demanda si quelqu'un lui avait dit qu'il n'avait pas la moindre chance de tenir toute la nuit sans sa chemise. Le soir tombait déjà, imperceptiblement. McVryse, tu nous as entendus? Je t'ai vendu, McVryse, mousquetaire à jamais. Oh, je ne veux pas mourir comme ça, dit Abraham en pleurant. Pas en public, avec des gens qui crient et vous encouragent à vous relever et à faire encore quelques kilomètres. C'est tellement insensé, tellement con. Ce truc a autant de sens qu'un crétin mongolien qui s'étrangle avec sa propre langue et qui chie dans son froc en même temps. Garati avait accordé sa promesse de non-aide à 15h15.
À 18 heures, un seul autre avait pris son ticket. Personne ne parlait. Il semblait y avoir un complot malsain pour qu'ils gâchent les derniers lambeaux de leur vie, pensait Garati, pour faire semblant de rien. Les groupes, ou leur pitoyable reste, s'étaient complètement défaits. Tout le monde avait accepté la proposition d'Abraham. McVrice avait donné son accord, Baker aussi. Stibbins avait ri et demandé à Abraham s'il voulait qu'il se pique le doigt et signe avec son sang. Il commençait à faire très froid. Garati se demandait si ce qu'on appelait soleil existait, s'il ne l'avait pas rêvé. Même Jeanne n'était plus qu'un rêve pour lui, un rêve d'été, d'un été qui n'avait jamais existé. En même temps, il revoyait plus nettement son père avec cette crinière que lui-même avait héritée et ses larges épaules de routier. Son père était bâti comme un pilier. Il se rappelait le temps où il le soulevait et le faisait tournoyer à lui donner le vertige, lui ébouriffait les cheveux, l'embrassait, l'aimait. Il se rendait compte tristement qu'il n'avait pas vraiment vu sa mère à Freeport, mais elle y était, avec son manteau noir miteux, mon mieux, comme elle disait, celui sur lequel les pellicules se voyaient au col, en dépit de tous les shampoings. Il l'avait probablement blessée profondément en la négligeant en faveur de Jeanne. Peut-être avait-il voulu la blesser, mais ça n'avait plus d'importance, c'était le passé. C'était l'avenir qui se défaisait devant lui, avant même d'être tissé. On s'enfonce, se dit-il. Ça ne devient jamais moins profond, ça descend simplement jusqu'à ce qu'on sorte de la baie et nage dans l'océan. Dans le temps, tout cela avait paru simple, assez drôle, pas de doute. Il avait causé avec McVrice, qui lui avait dit que la première fois qu'il l'avait sauvé, c'était par pur réflexe. Et puis à Freeport, c'était pour éviter de la laideur devant une jolie fille qu'il ne connaîtrait jamais. Tout comme il ne connaîtrait jamais la femme de Scram, lourde de son enfant. Garati éprouva un pincement au cœur à cette pensée, un chagrin soudain. Il y avait longtemps qu'il n'avait pas pensé à Scram. Il se dit que McVrice était une grande personne, tout à fait, et il se demanda pourquoi lui-même n'avait jamais réussi à devenir adulte. La marche continuait, les bourgades défilaient. Il sombra dans une humeur mélancolique, curieusement satisfaisante, d'où il fut brutalement arraché par une fusillade irrégulière et des cris rauques de la foule. Quand il tourna la tête, il fut abasourdi de voir Collie Parker debout au sommet du half-track, un fusil dans les mains. Un des soldats était tombé du véhicule et gisait sur le dos, regardant le ciel de ses yeux vides, inexpressifs. Il avait un petit trou bleu auréolé de brûlures de poudre au milieu de son front. « Foutu salaud !» hurlait Parker. Les autres soldats avaient sauté du half-track. Parker se tourna vers les marcheurs ahuris. « Allez, venez les gars, venez donc, venez, nous pouvons !» Les marcheurs, Garati compris, le regardaient fixement, comme s'ils s'étaient soudain mis à parler dans une langue étrangère. Et à présent, un des soldats qui avait sauté, quand Parker s'était rué à l'assaut, lui tira très soigneusement une balle dans le dos. « Parker !» glapit McVrice, comme s'il était le seul à comprendre ce qui s'était passé et l'occasion qui avait pu être ratée. « Oh non, Parker !» Parker grogna, comme si on l'avait frappé dans le dos avec une massue capitonnée. La balle explosa et ressortit, et Collie Parker était là-haut, debout, avec ses intestins dégoulinant sur les pans de sa chemise kaki en loques et sur son jean. Une de ses mains était figée au milieu d'un grand geste large, et il paraissait sur le point de prononcer une furieuse homélie. « Mon Dieu !» fit Garati. « Dieu ! Merde !» dit Parker. Il tira avec le fusil qu'il avait arraché au soldat mort. Il tira 2 fois sur la route. Les balles ricochèrent et sifflèrent, et Garati sentit le déplacement d'air de l'une d'elles passer sous son nez. Quelqu'un dans la foule poussa un cri de douleur, et puis le fusil glissa des mains de Parker. Il exécuta un demi-tour presque militaire et tomba sur la route, où il resta sur le côté, en haletant rapidement, comme un chien qui vient d'être heurté et mortellement blessé par une voiture. Ses yeux fulguraient. Il ouvrit la bouche et se débattit dans le sang qui l'étouffait pour lancer un dernier mot. « Ça... sale... » Il mourut en les regardant tous méchamment, alors qu'ils défilaient. « Qu'est-ce qui s'est passé » cria Garati à personne en particulier. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?»« Il les a surpris par derrière, » répondit McVrice. « Voilà ce qui s'est passé. Il devait savoir qu'il ne réussirait pas. Il s'est glissé derrière eux et les a surpris endormis sur l'aiguillage. Il voulait que nous sautions tous là-haut avec lui, Garati. Et je crois que nous l'aurions pu. »« Qu'est-ce que tu racontes » demanda Garati, soudain terrifié. « Tu ne le sais pas »
Non mais là-haut, avec lui ou quoi demanda Garati. Oh, laisse tomber, va, laisse tomber, dit McVrise. Il s'éloigna. Garati fut pris de frissons. Il n'arrivait pas à les réprimer. Il ne comprenait rien à ce que disait McVrise. Il ne voulait pas savoir de quoi McVrise parlait, ni même y penser. La marche continuait. Ce soir-là, à 21 heures, la pluie cessa, mais le ciel resta sans étoiles. Personne d'autre n'avait été éliminé, mais Abraham commençait à divaguer en geignant. Il faisait grand froid, mais personne ne lui offrit quelque chose pour se couvrir. Garati se plaisait à voir là une justice immanente, mais cela lui donnait simplement la nausée. La douleur qui était en lui se changeait en horrible malaise, une sensation putride qui semblait se développer dans son corps comme une moisissure verte. Sa ceinture de concentré était presque pleine, mais il ne put manger plus d'un petit tube de concentré de thon sans avoir des hauts-le-cœur. Baker, Abraham et McVrise. Son cercle d'amis se réduisait à cela, et Stibbins, s'il était l'ami de quelqu'un. Relation, alors, ou demi-dieu, ou démon, ou quoi que ce soit. Garati se demanda s'il y en aurait encore envie au matin, et s'il serait vivant lui-même pour le savoir. Plongé dans ses pensées, il faillit renverser Baker dans le noir. Quelque chose tintait dans les mains de Baker. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Garati. Baker leva des yeux vides. « Hein ? Qu'est-ce que tu fais » répéta patiemment Garati. « Je compte mes sous. »« Et combien t'as » demanda Garati. Baker fit tinter les pièces dans sa main et sourit. « $22. »« Oh, c'est une fortune » dit Garati en riant. « Et qu'est-ce que tu vas en faire » Baker ne rit pas. Il contempla d'un air pensif la fraîche obscurité. « Je me paierai un des grands. Je m'en paierai un doublé de plomb, capitonné de soie rose à l'intérieur, avec un oreiller en satin blanc. Comme ça, je ne pourrirai jamais, pas avant la trompette du jugement, quand nous nous retrouverons comme nous étions, vêtus de chair incorruptible. » Garati frémit d'horreur. « Et Baker, tu deviens dingue, Baker !»« On ne peut pas gagner, reprit Baker. Nous avons tous été fous d'essayer. On ne peut pas gagner contre la pourriture. Pas dans ce monde. Doubler de plomb, c'est ça la solution. »« Et si tu ne te ressaisis pas, tu seras mort avant le jour, lui dit Garati. Baker hocha la tête. La peau était tirée sur ses pommettes, et cela lui donnait l'aspect d'une tête de mort. Justement, je voulais mourir. Pas toi ? C'est pas pour ça ? Tais-toi, cria Garati, qui avait de nouveau la tremblote. La route commença alors à monter, une côte raide qui mit fin à leur conversation. Garati se pencha sur la pente, il gelait et brûlait, il avait mal dans le dos et dans la poitrine. Il était certain que ses muscles allaient catégoriquement refuser de le transporter plus loin. Il pensa à la caisse de Baker, doublée de plomb, scellée comme les sombres millénaires, et il se demanda si ce serait là sa dernière pensée. Il espéra que non, et chercha fébrilement un autre sujet de réflexion. Des avertissements crépitaient, sporadiquement. Les soldats du Halftrack n'en rataient pas une. Celui que Parker avait tué avait été discrètement remplacé. La foule acclamait avec monotonie. Garati se demanda comment ce serait d'être couché dans le plus grand, le plus poussiéreux des silences de bibliothèque, de rêver éternellement de rêves confus sous des paupières collées, éternellement vêtu de son costume du dimanche. Plus de soucis d'argent, de réussite, plus de peur, de joie, de douleur, de chagrin, de sexe ou d'amour. Le zéro absolu. Pas de père, pas de mère, pas de fiancé, pas d'amant. Les morts sont orphelins. Aucune autre compagnie que le silence, comme une aile de papillon. La fin de l'atroce souffrance du mouvement, du long cauchemar de la route. Le corps en paix, le calme et l'ordre. La parfaite obscurité de la mort. Comment est-ce que ce serait ? Mais comment est-ce que ce serait ? Et soudain, ses muscles noués, douloureux, la sueur coulant sur sa figure, et même la souffrance en soi, lui parurent très doux et bien réels. Il redoubla d'efforts. Il se traîna jusqu'au sommet de cette côte et haleta jusqu'au pied du versant opposé. À 23h40, Marty Wiman eut son trou. Garati avait complètement oublié Wiman, qui n'avait pas dit un mot ni fait un geste depuis 24 heures. Il ne mourut pas spectaculairement. Il s'allongea simplement et fut abattu. Et quelqu'un chuchota « C'était Wiman, ça !» Et quelqu'un d'autre chuchota « Ça fait 23, n'est-ce pas ?» Et ce fut tout. À minuit, ils n'étaient plus qu'à 12 kilomètres de la frontière du New Hampshire. Ils passèrent devant un cinéma drive-in, un immense rectangle blanc dans la nuit.
Une seule diapositive restait projetée sur l'écran éblouissant. La direction de ce cinéma salue les marcheurs de cette année. À minuit 20, la pluie reprit et Abraham se mit à tousser. C'était la même toux déchirante, humide, qui avait secoué Scram peu de temps avant sa mort. À 1 heure, la pluie devint un torrent régulier qui frappa les yeux de Garati et le fit grelotter d'une espèce de fièvre. Le vent les poussait dans le dos. À 1h25, Bobby Sledge essaya de se glisser discrètement dans la foule, sous le couvert de l'obscurité et de l'averse. Il fut promptement et efficacement abattu. Garati se demanda si c'était le soldat blond qui avait failli lui vendre son ticket, qu'il l'avait descendu. Il savait que le blond était de service. Il avait nettement vu sa figure dans l'éblouissement des projecteurs du cinéma en plein air. Il regrettait de tout son cœur que ce ne fût pas celui-là que Parker avait tué. À 1h40, Baker tomba et se cogna la tête sur la chaussée. Sans même réfléchir, Garati fit un mouvement vers lui. Une main, encore forte, lui empoigna le bras. McVryse, naturellement. Ça ne pouvait être que McVryse. « Non, dit-il, plus de mousquetaires. Maintenant, c'est pour de vrai. » Et ils se remirent à marcher sans se retourner. Baker encaissa 3 avertissements, et puis le silence s'étira interminablement. Garati attendait les coups de feu, et comme il ne venait pas, il consulta sa montre. Plus de 4 minutes étaient passées. Bientôt après, Baker passa à côté de McVryse et de lui sans rien dire, sans rien voir. Il avait une vilaine blessure sanglante au front, mais ses yeux étaient moins fous. L'expression vague, égarée, avait disparu. Peu avant 2 heures du matin, ils franchirent la frontière du New Hampshire dans le plus tonitruant des vacarmes. Des coups de canon, un feu d'artifice dans le ciel pluvieux, illuminant une multitude qui s'étendait à perte de vue dans un éclairage de cauchemar. Des fanfares concurrentes jouaient des airs martiaux. Les clameurs étaient inimaginables. Un immense soleil pyrotechnique dessina dans le ciel le portrait du commandant en traits de feu, et Garati pensa vaguement à Dieu. Cela fut suivi par la tête du provo-gouverneur du New Hampshire, un homme célèbre pour avoir pris d'assaut la base nucléaire allemande à Santiago, à lui tout seul, en 1953. Il y avait perdu une jambe à cause de l'empoisonnement par le radium. Garati se rendormit un peu. Ses pensées devinrent incohérentes. Beagle d'Alessio était caché sous le fauteuil à bascule de la tente de Baker, blotti dans un minuscule cercueil. Son corps était celui d'un chat bien gras. Il souriait en montrant ses dents. On distinguait dans le pelage encore ses yeux verts décentrés, la cicatrice de la vieille blessure de la balle de baseball. Il regardait le père de Garati qu'on traînait vers une camionnette noire sans marque. Un des soldats qui le flanquait était le blond. Le père de Garati était en caleçon. L'autre soldat se retournait, et pendant un instant, Garati crut que c'était le commandant, puis il reconnut Stibbins. Il se retourna, mais le chat avec la tête de Beagle avait disparu, à part le large sourire en suspens dans les airs, sous le fauteuil à bascule, comme une tranche de pastèque. Les fusils se remettaient à tirer. Dieu, il tirait sur lui, à présent. Il sentait le déplacement d'air des balles. C'était la fin, c'était fini. Il se réveilla en sursaut et fit 2 pas en courant qui déclenchèrent des élancements aigus partant de ses pieds jusqu'à son bas-ventre, avant de comprendre qu'il tirait sur un autre, que cet autre était mort à plat ventre sous la pluie. « Je vous salue, Marie, dit McVryse. Pleine de grâce, ajouta Stibbins derrière eux, car il s'était avancé. Il s'était rapproché pour la curer, et il souriait, comme le chat dans le rêve de Garati. Aidez-moi dans cette course de stop cars, continua-t-il. Oh, allez, dit McVryse, fais pas le con. Pas plus con que toi, déclara gravement Stibbins. Garati et McVryse rirent, un peu jaunes. Soulève-les, repose-les et ferme ta gueule, chantonna McVryse. Il passa une main tremblante sur sa figure et pressa le pas, en regardant droit devant lui, les épaules voûtées comme un arc cassé. Un autre fut éliminé avant 3 heures, abattu sous la pluie et dans le vent de la nuit quand il tomba à genoux du côté de Portsmouth. Abraham, qui toussait sans arrêt, marchait dans une espèce d'aura fiévreuse, sans espoir, une sorte de rayonnement de mort qui faisait penser Garati à des étoiles filantes. Il allait se consumer de l'intérieur au lieu d'être liquidé de l'extérieur. Voilà où on en était maintenant. Baker marchait avec une sombre résolution, essayait de se débarrasser de ses avertissements avant qu'il se débarrasse de lui. Garati le distinguait à peine sous la pluie battante, boitant avec ses poings crispés à ses côtés. Et McVryse s'effondrait. Garati ne savait pas très bien quand cela avait commencé.
Peut-être en une seconde, alors qu'il avait le dos tourné. Il était encore fort. Garati se rappelait la poignée de McVryse quand Baker était tombé, et tout à coup, il avait l'air d'un vieillard. C'était effrayant. Stibbins était Stibbins. Il marchait, comme les souliers d'Abraham. Il avait l'air de boiter, un peu de la jambe gauche, mais Garati se dit qu'il l'imaginait peut-être. Sur les 10 autres, 5 semblaient s'être repliés dans ce séjour des ombres qu'Olson avait découvert, à un pas au-delà de la douleur et de la compréhension de ce qui les attendait. Ils marchaient dans les ténèbres pluvieuses comme des spectres décharnés, et Garati n'aimait pas les regarder. Ils étaient des morts en marche. Juste avant le lever du jour, 3 s'écroulèrent en même temps. La bouche unique de la foule rugit et éructa de nouvelles clameurs enthousiastes quand les corps pivotèrent et s'abattirent comme des bûches. Garati eut l'impression que c'était le début d'une abominable réaction en chaîne qui allait tous les emporter. Mais cela se termina. Cela prit fin quand Abraham se traîna à genoux, ses yeux d'aveugle tournés vers le halftrack et vers la foule, complètement égaré et plein de douleurs confuses. Il avait les yeux d'un mouton pris dans une clôture de barbelés. Enfin, il tomba sur le nez. Les grosses chaussures battirent la chaussée mouillée et s'immobilisèrent. Peu après, la symphonie aqueuse de l'aube commença. Le dernier jour de la marche se leva, trempé et couvert. Le vent hurlait sur la route déserte comme un chien perdu, chassé à coups de fouet dans un lieu inconnu et terrible. Les concentrés furent distribués pour la 5e et dernière fois. Un seul soldat y suffisait maintenant. Il ne restait que 9 marcheurs. Certains regardaient leur ceinture d'un air morne, comme s'ils ne savaient pas ce que c'était, et la laissèrent glisser de leurs mains comme un serpent visqueux. Garati mit des heures, lui sembla-t-il, pour résoudre le mystère de la boucle, et la pensée de manger révulsa son estomac crispé. Stibbins marchait à présent à côté de lui. Mon ange gardien, pensa Garati avec ironie. Stibbins lui sourit largement et fourra dans sa bouche 2 gros biscuits tartinés de beurre de cacahuète. Il mangea bruyamment. Garati en eut mal au cœur. « Qu'est-ce que t'as » demanda Stibbins, la bouche pleine. « Tu ne tiens pas le coup ?»« Et ça te regarde » demanda Garati. Stibbins s'avala avec, pensa Garati, un réel effort. « Non, répondit Stibbins. Si tu tombes d'inanition, tant mieux pour moi. »« Nous allons arriver jusque dans le Massachusetts, je crois, marmonna McVryse. »« Ouais, dit Stibbins. La première marche à réussir ça en 17 ans. Ils vont devenir complètement fous. »« Et comment ça se fait que tu en saches tant sur la longue marche » demanda brusquement Garati. Stibbins fit un geste vague. « Tout est dans leur documentation. Ils n'ont pas de quoi avoir honte. Hein, pas vrai ?»« Et qu'est-ce que tu feras si tu gagnes, Stibbins » demanda McVryse. Stibbins rit. Sous la pluie, sa maigre figure duveteuse, tirée par la fatigue, avait quelque chose de léonin. « Qu'est-ce que tu crois ? Que je m'achèterais une Cadillac jaune avec une capote violette et une télécouleur avec haut-parleur stéréo pour chaque pièce de ma maison ? Il me semble, dit McVryse, que tu devrais faire don de 200 ou 300 sacs à la Société destructrice des animaux. » Ouais, Abraham avait l'air d'un mouton, dit Garati. D'un mouton pris dans des barbelés. Moi, c'est ce que j'ai pensé. Ils passèrent sous une immense banderole annonçant qu'ils étaient maintenant à 25 kilomètres seulement de la limite du Massachusetts. Le New Hampshire ne représentait guère qu'une étroite bande séparant le Maine du Massachusetts. Garati, dit aimablement Stibbins, pourquoi est-ce que tu vas pas baiser ta mère ? Oh, désolé, répondit Garati. Tu n'appuies plus sur le bon bouton. Garati choisit avec soin une barre de chocolat dans sa ceinture et la fourra tout entière dans sa bouche. Son estomac se noua furieusement, mais il avala le chocolat. Et après une courte lutte avec ses propres organes, il sut qu'il allait le garder. « Je pense pouvoir marcher encore toute une journée, s'il le faut, » dit Garati nonchalamment, « et 2 autres, si c'est nécessaire. Résigne-toi, Stibbins, renonce à la vieille guerre psy. Ça ne marche plus. Mange encore des biscuits et du beurre de cacahuète. » La bouche de Stibbins se pinça rien qu'un instant, mais Garati le vit. Il avait piqué Stibbins au vif. Il en éprouva une joie incroyable. Le filon, enfin. « Allez, Stibbins, dis-nous pourquoi tu es ici, toi, reprit Garati. Vu que nous n'allons plus rester bien longtemps ensemble, dis-le-nous. Ça restera entre nous 3, maintenant que nous savons que tu n'es pas Superman. » Stibbins ouvrit la bouche et, avec une soudaineté choquante, vomit les biscuits et le beurre de cacahuète qu'il venait de manger, presque entiers et apparemment sans qu'ils aient été touchés par les sucs digestifs. Il chancela et, pour la seconde fois seulement depuis le départ de la marche, il reçut un avertissement.
Garati sentit le sang lui marteler la tête. Allez, Stubbins, bon, t'as dégueulé. Maintenant, déballe ton sac. Dis-nous. La figure de Stubbins avait la couleur d'une mousseline à beurre sale, mais il se ressaisit. Pourquoi suis-je ici? C'est ça que vous voulez savoir? McVrice l'observait avec curiosité. Il n'y avait personne autour d'eux. Le plus proche était Baker, qui longeait la foule en observant intensément le visage de la masse. Pourquoi je suis ici ou pourquoi je marche? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Demanda Stubbins. Mais nous voulons tout savoir, déclara Garati. Eh ben, je suis le lapin, expliqua Stubbins. La pluie ruisselait sur eux, coulait de leur nez, suspendait des gouttes à leurs oreilles. Devant eux, un garçon pieds nus, ses pieds devenus un lacis violacé de veines éclatées, tomba à genoux, se traîna en ballottant de la tête, essaya de se relever, retomba, et finalement y parvint. Il se remit en marche. Garati s'aperçut avec stupeur que c'était Pastor. Encore là? Oui, je suis le lapin, répéta Stubbins. Tu les connais, Garati, les petits lapins gris mécaniques après lesquels courent les chiens aux courses de lévrier. Ils ont beau courir vite, jamais ils n'attrapent le lapin. Parce que le lapin n'est pas en chair et en os, comme eux. Le lapin n'est qu'un jouet au bout d'une tige de fer fixée à un tas de rouages. Autrefois, en Angleterre, ils utilisaient un vrai lapin, mais des fois les chiens l'attrapaient. C'est plus sûr, comme ça. Mais il m'a bien eu. Les yeux pâles de Stubbins contemplaient le rideau de pluie. On pourrait même dire il m'a enchanté. Il m'a changé en lapin. Vous vous rappelez celui d'Alice au pays des merveilles? Mais tu as peut-être raison, Garati. Il est temps de cesser d'être des lapins et des cochons qui grognent et des moutons, et de redevenir des personnes. Même si nous ne pouvons nous élever qu'au niveau des proxénètes et des pervertis au balcon des théâtres de la 42e rue. Les yeux de Stubbins eurent un éclair joyeux, et il regarda McVrice et Garati. Ils en furent effrayés. Stubbins était fou. En ce moment, il ne pouvait y avoir le moindre doute, Stubbins était complètement fou. Sa voix basse se haussa à un timbre de prédicateur. Comment se fait-il que j'en sache si long sur la longue marche? Je connais tout de la longue marche. Je suis bien placé pour ça. Le commandant est mon père, Garati. C'est mon père. Garati ressentit des frissons et des picotements dans le ventre et les testicules. Mon Dieu, murmura McVrice. C'est vrai? C'est vrai, assura Stubbins presque jovialement. Je suis son fils naturel. Vous comprenez, je ne pensais pas qu'il le savait. Je ne pensais pas qu'il savait que j'étais son fils, et c'est là que je me suis trompé. C'est un sacré vieux cavaleur, le commandant. Il paraît qu'il a des dizaines de petits bâtards. Ce que je voulais, c'était l'étonner, en faire la surprise au monde. Quand j'aurais gagné, le prix que j'aurais demandé, ça aurait été de m'installer dans la maison de mon père. Mais il savait tout, murmura McVrice. Ouais, il a fait de moi son lapin, reprit Stubbins. Un petit lapin gris pour faire courir les chiens plus vite, plus loin. Et on dirait que ça a marché. Nous allons atteindre le Massachusetts. Et maintenant? Demanda Garati. Stubbins haussa les épaules. Le lapin se révèle finalement en chair et en os. Je marche, je parle. Et je suppose que si cette histoire ne se termine pas bientôt, je me traînerai sur le ventre comme un reptile. Ils passèrent sous un lourd réseau de lignes à haute tension. Des ouvriers en hautes bottes à crampons étaient juchés sur les pylônes au-dessus de la foule, comme de grotesques mantes religieuses. « Quelle heure est-il » demanda Stubbins. Sa figure semblait s'être fondue sous la pluie. Elle était devenue celle d'Olson, celle d'Abraham, de Barkovitch, et horriblement celle de Garati lui-même, désespérée et vide, crispée et repliée sur elle-même, la figure d'un épouvantail pourrissant dans un champ moissonné depuis longtemps. « 9h40, répondit McVrice avec un sourire, pâle imitation de son vieux rire cynique. Bonne 5e journée à vous tous, pigeons. Stubbins hocha la tête. Est-ce qu'il va pleuvoir toute la journée, Garati? Oh, je crois, ça m'en a tout l'air. Je le crois aussi, marmonna Stubbins. Eh bien, entre donc et sors de sous la pluie, dit subitement McVrice. D'accord, merci, répondit Stubbins. Ils marchaient, parfois du même pas, tous trois courbés et déformés à jamais par les douleurs qui les tenaillaient. Quand ils entrèrent dans le Massachusetts, ils étaient 7. Garati, Baker, McVrice, un squelette ambulant aux yeux creux nommé George Felder, Bill Hugh, ça se prononce Huff, avait-il dit à Garati beaucoup plus tôt, un grand type musclé appelé Milligan, qui n'avait pas encore l'air d'être en trop mauvaise forme, et Stubbins.
La pompe et le vacarme du passage de la frontière s'estompèrent lentement derrière eux. La pluie tombait toujours, interminable, monotone. Le vent hurlait et déchirait avec la jeune insouciance cruelle du printemps. Il emportait les chapeaux et les casquettes de la foule pour les faire tournoyer brièvement comme des soucoupes volantes dans le ciel blanchi. Un peu plus tôt, juste après l'aveu de Stibbins, Garati avait ressenti un curieux allègement de tout son être. Ses pieds semblaient s'être rappelés ce qu'ils avaient été. Les douleurs lancinantes dans son dos et dans son cou avaient cessé. C'était comme lorsque l'on escalade les derniers mètres d'une grande paroi à pic et que l'on émerge au sommet, hors des nuages mouvants et de la brume, dans le soleil frais et l'air vif, sans plus autre chose à faire que de redescendre. Et cela à la vitesse de l'éclair. Le half-track roulait juste devant eux. Garati regarda le soldat blond, assis sous le grand parasol de toile. Il essaya de projeter toutes ses souffrances, toute sa douleur sur l'homme du commandant. Le blond le dévisagea avec indifférence. Garati jeta un coup d'œil à Baker, qui saignait fortement du nez. Le sang ruisselait autour de sa bouche. « Il va mourir, n'est-ce pas » dit Stibbins. « Bien sûr, répondit McVryse. « Ils meurent tous, tu ne savais pas ?» Une violente rafale souleva une nappe de pluie devant eux, et McVryse trébucha. Il s'attira un avertissement. La foule continua d'acclamer et de hurler sans raison précise. Au moins, les pétards étaient moins nombreux. La pluie avait mis fin à cette joyeuse imbécilité. La route les entraînait vers un immense virage relevé, et Garati sentit le cœur lui manquer. Vaguement, il entendit Milligan murmurer. « Bon Jésus !» La route passait entre deux collines. C'était comme une gorge entre deux grands seins. Les collines étaient noires de monde. La foule semblait se dresser au-dessus et autour d'eux comme une muraille vivante. George Fielder s'anima brusquement. Sa tête de mort se tourna lentement de côté et d'autre sur son cou en tuyau de pipe. « Ils vont nous manger tout cru, marmonna-t-il. « Ils vont nous sauter dessus et nous manger tout cru. »« Je ne crois pas, dit sérieusement Stibbins. « Il n'y a jamais eu. »« Ils vont nous manger tout cru, reprit l'autre. « Nous manger tout cru, cru. Manger cru, manger cru. » Fielder se mit à tourner en rond, en battant des bras comme un fou, les yeux étincelants d'une terreur innommable. Garati trouva qu'il avait l'air d'un de ces jeux vidéo devenus fous. « Mangez cru, mangez cru, mangez cru !» Il hurlait à plein poumon, mais Garati l'entendait à peine. Les vagues de cris venus des collines déferlaient sur eux et les écrasaient. Il n'entendit même pas les coups de feu quand Fielder prit son ticket, rien que la clameur sauvage montant de la foule. Le cadavre de Fielder exécuta une rumba dégingandée mais gracieuse au milieu de la chaussée, les pieds dansant, le corps ondulant, les épaules secouées. Enfin, sans doute trop fatigué pour danser plus longtemps, il s'assit, les jambes écartées, et mourut ainsi, assis, le menton pressé contre sa poitrine comme un petit garçon fatigué, surpris par le marchand de sable au milieu de ses jouets. « Garati, dit Baker. « Garati, je saigne !» Les collines étaient derrière eux à présent, et Garati pouvait l'entendre, quoique mal. « Oui, dit-il, mais il dut faire un gros effort pour parler posément. » Art Baker devait avoir une hémorragie interne, son nez pissait le sang, ses joues, son cou, son col de chemise en étaient couverts. « Ce n'est pas grave, hein, dit ?» demanda Baker en larmes, qui savait que c'était grave. « Moi non, penses-tu » répondit Garati. « La pluie me paraît si tiède, reprit Baker. « Je sais que ce n'est que de la pluie pourtant. »« Hein, ce n'est que de la pluie, pas vrai, Garati ?»« Oui, bien sûr, dit Garati, le cœur serré. »« J'aimerais bien avoir de la glace pour mettre dessus, dit Baker, et il s'éloigna. Garati le suivit des yeux. Bill Huff, à prononcer Huff, prit son ticket à 10h45 et Milligan à 11h30, juste après le passage des 6 F-111 bleus électriques de la patrouille acrobatique des Flying Dutts. Garati s'attendait à ce que Baker tombe avant eux, mais Baker continuait, alors même que la moitié supérieure de sa chemise était complètement trempée de sang. Il y avait du jazz dans la tête de Garati, Dave Brubeck, Thelonious Monk, Cannonball Adderley, les bruiteurs interdits que tout le monde gardait sous la table et faisait jouer quand la fête devenait bruyante et alcoolisée. Il lui semblait que dans le temps, il avait été aimé, qu'il avait lui-même aimé. Maintenant, il n'y avait plus que le jazz et la batterie dans la tête. Sa mère n'était rien que de la paille tassée dans un manteau de fourrure et Jan qu'un mannequin de grand magasin. C'était fini. Même s'il gagnait, s'il réussissait à tenir plus longtemps que McVryse, Stibbins et Baker, c'était fini. Jamais plus il ne retournerait chez lui. Il se mit à pleurer. Sa vue se brouilla et ses pieds s'en mêlèrent. Il tomba.
La chaussée était dure et froide, mais incroyablement reposante. Il reçut 2 avertissements avant de réussir à se relever avec des mouvements de crabe. Il remit ses pieds en marche. Il lâcha un vent, un long bruit stérile qui n'avait aucun rapport avec un bon gros paix honnête. Baker zigzaguait comme un ivrogne sur toute la largeur de la route. McVrice et Stibbins avaient réuni leurs têtes. Garati fut soudain sûr qu'il complotait pour le tuer, de la même manière qu'un certain Barkovitch avait tué autrefois un numéro sans visage appelé Rank. Il se força à presser le pas et les rattrapa. Ils s'écartèrent sans un mot pour lui faire une place. « Vous vous taisez, hein, mais vous parliez de moi. Vous vous figurez que je ne le sais pas. Vous me prenez pour un fou. » Mais c'était un réconfort. Il voulait être avec eux, rester avec eux, jusqu'à sa mort. Ils passèrent devant un panneau qui, dans l'esprit à la dérive de Garati, résumait la délirante insanité de l'univers, l'ironie imbécile des mondes, un panneau qui déclarait « Boston, 79 kilomètres. Marcheurs, vous pouvez y arriver. » Il se serait tenu les côtes de rire s'il en avait été capable. Boston. Le nom même était mythique, incroyable, inconcevable. Baker était revenu à côté de lui. « Garati ?»« Qu'est-ce qu'il y a ? Nous sommes dedans, hein ? » ?»« Quoi ? Dedans. Est-ce que nous sommes dedans ? Garati, je t'en supplie. » »« Oui, nous sommes dedans, répondit-il, sans comprendre du tout de quoi Baker voulait parler. « Je vais mourir maintenant, Garati, dit Baker. Bon. Et si tu gagnes, tu veux bien faire quelque chose pour moi ? J'ai peur de le demander aux autres. Sur ce, Baker fit un grand geste vers la route déserte, comme si la marche avait encore des dizaines de concurrents. Pendant un instant d'effroi, Garati se demanda s'ils n'étaient pas tous là encore, peut-être, des fantômes en marche que Baker et sa dernière minute voyaient, lui. « Tout ce que tu voudras, dit Garati. Baker lui posa une main sur l'épaule, et Garati se mit à sangloter, sans pouvoir se calmer. Il lui semblait que son cœur allait sortir de sa poitrine et verser ses propres larmes. « Doublé de plomb, dit Baker. Marche encore un peu, dit Garati à travers ses larmes. Marche encore un peu, Hart. Non, je peux plus. Bon. Je te verrai peut-être, mec, dit Baker, en essuyant distraitement le sang sur sa figure, et Garati baissa la tête en pleurant. Ne les regarde pas me faire ça. Promets-moi ça aussi. Garati hocha la tête, incapable de parler. Merci, tu étais mon ami, Garati. Baker essaya de sourire. Il tendit sa main à l'aveuglette et Garati la serra dans les 2 siennes. Un autre temps, un autre lieu, murmura Baker. Garati laissa tomber sa figure dans ses mains et dut se courber pour continuer de marcher. Les sanglots le déchiraient, avec une douleur qui dépassait tout ce que la marche avait été capable de lui infliger. Il espérait qu'il n'entendrait pas les coups de feu, mais il les entendit. Ils étaient à 64 kilomètres de Boston. « Raconte-nous une histoire, Garati, dit tout à coup Stibbins. Raconte-nous une histoire qui nous fera oublier nos ennuis. » Ils avaient incroyablement vieilli. Stibbins était un vieillard. « Oh oui, dit McVrice, lui aussi, tout âgé et parcheminé. Une histoire, Garati. » Garati les regarda à tour de rôle, d'un air morne, mais il ne vit aucune duplicité dans leurs yeux, rien que la fatigue à son comble. Il perdait lui-même son second souffle, toutes ses horribles douleurs revenaient au galop. Il ferma les yeux un long moment. Quand il les rouvrit, le monde s'était dédoublé et ne se remettait au point que lentement. « Bon, dit-il. » McVrice tapa solennellement dans ses mains 3 fois. Il marchait avec 3 avertissements. Garati en avait un, Stibbins aucun. « Il était une fois, » commença Garati. « Oh, la barbe! Qui a envie d'écouter un conte de fées ?» protesta Stibbins. McVrice pouffa un peu. Garati répliqua sévèrement. « Oh, t'écouteras ce que je veux bien raconter. Tu veux une histoire, oui ou merde ?» Stibbins se chancela et bouscula Garati. Ils reçurent tous deux un avertissement. « Oh, ma foi, un conte de fées, ça vaut mieux que pas d'histoire du tout. »« D'abord, ce n'est pas un conte de fées, dit Garati. Ce n'est pas parce que ça se passe dans un monde qui n'a jamais existé que c'est un conte de fées. »« Bon alors, tu vas la raconter, oui ou non ?» demanda McVrice. « Il était une fois, reprit Garati, un chevalier blanc qui partit dans le monde pour une mission sacrée. Il quitta son château et marcha dans la forêt enchantée. Les chevaliers vont à cheval, objecta Stibbins. Il traversa la forêt enchantée à cheval. D'accord, reprit Garati. Et il lui arriva beaucoup d'aventures bizarres.
Il se battit contre des milliers de trolls et de farfadets et contre des loups. Et finalement, il arriva au château du roi et demanda la permission d'emmener Gwendoline, la célèbre dame de beauté, faire une promenade. McVrise s'esclaffa. Le roi, ça ne le bottait pas. Il pensait que personne n'était assez bien pour sa fille Gwen, la dame de beauté célèbre dans le monde entier. Mais la dame de beauté aimait tant le chevalier blanc qu'elle menaça de s'enfuir dans le bois sauvage si... Un vertige le prit. Il eut l'impression de flotter au-dessus d'un trou noir. Les rugissements de la foule arrivaient à ses oreilles comme le bruit de la mer dans un long tunnel en forme d'entonnoir. Enfin le vertige passa, mais lentement. Il regarda les autres. La tête de McVrise s'était affaissée et il marchait vers la foule, profondément endormi. « Hé !» cria Garati. « Hé, Pete, Pete !»« Laisse-le, dit Stibbins. Tu as promis, comme nous tous. »« On va te faire foutre, répliqua très distinctement Garati en se précipitant vers McVrise. Il le prit par les épaules, le ramena dans la bonne direction. McVrise le regarda d'un air endormi et lui sourit. « Non, Ray, il est temps que je m'assoie. » La terreur serra la poitrine de Garati. « Non, pas question !» McVrise le considéra un moment, puis il sourit encore et secoua la tête. Il s'assit sur la chaussée en tailleur. Il avait l'air d'un moine usé par le temps. La cicatrice sur sa joue faisait une raie blanche dans l'obscurité pluvieuse. « Non !» glapit Garati. Il essaya de soulever McVrise, mais malgré sa maigreur, celui-ci était bien trop lourd. McVrise ne voulait même pas le regarder, il avait fermé les yeux. Et soudain, 2 soldats l'arrachèrent à Garati. Ils appuyèrent leurs fusils contre la tête de McVrise. « Non !» hurla Garati. « Moi, tuez-moi !» Mais au lieu d'une balle, ils lui donnèrent un 3e avertissement. McVrise rouvrit les yeux et sourit encore une fois. L'instant suivant, il n'était plus. Garati se remit en marche, machinalement. Il regarda Stibbins, qui le dévisageait avec curiosité, sans le voir. Il se sentait empli d'un étrange vide rugissant. « Fini l'histoire, dit Stibbins. « Fini l'histoire, Garati. »« Non, je ne veux pas, répondit-il. »« Bah, laisse tomber, alors. Si les âmes, ça existe, la sienne est encore tout près. Tu pourrais même la rattraper. » Garati lui jeta un coup d'œil et gronda. « Je vais marcher à te crever. » Ah, Pete, pensa-t-il, il ne lui restait même plus de larmes pour pleurer. « Ah oui, nous verrons, dit Stibbins. » À 20 heures, ils traversèrent Denver, et Garati comprit enfin. C'était presque terminé, parce que Stibbins ne pouvait pas être battu. J'ai passé trop de temps à y penser. McVrise, Baker, Abraham, ils n'y pensaient pas, ils se contentaient de mourir, et c'était naturel. Et c'était réellement naturel. Dans un sens, c'est la chose du monde la plus naturelle. Il se traînait, les yeux exorbités, la bouche ouverte à la pluie. Pendant un moment fugace, flou, il crut voir quelqu'un qu'il connaissait aussi bien que lui-même, qui pleurait et lui faisait signe dans les ténèbres, devant. Mais c'était inutile, il ne pouvait plus continuer. Il fallait le dire à Stibbins. Il marchait devant, boitant sérieusement maintenant, le visage émacié. Garati était terriblement fatigué, mais il n'avait plus peur. Il était calme. Il se sentait bien. Il se força à marcher plus vite pour aller poser une main sur l'épaule de Stibbins. « Stibbins !» Il se retourna et le regarda avec des yeux immenses, noyés, qui ne virent d'abord rien. Mais au bout d'un moment, il le reconnut et tendit la main pour ouvrir, puis arracher la chemise de Garati. La foule protesta à grands cris, mais seul Garati était assez près pour voir l'horreur dans les yeux de Stibbins, l'horreur et les ténèbres. Et seul Garati savait que le geste de Stibbins était un dernier appel au secours. « Ah, Garati !» cria-t-il, et il tomba. Le bruit de la foule devint apocalyptique. C'était le fracas de montagnes qui s'écroulent et se brisent, de la terre qui s'ouvre. Le bruit écrasa Garati. Cela l'aurait tué s'il l'avait entendu, mais il n'entendait que sa propre voix. « Stibbins » dit-il avec curiosité. Il se baissa et réussit tant bien que mal à le retourner. Stibbins le regardait toujours fixement, mais déjà le désespoir s'était voilé, la tête ballottait mollement. Il posa une main devant la bouche de Stibbins. « Stibbins !» répéta-t-il. Mais Stibbins était mort. Garati s'en désintéressa. Il se releva et se remit à marcher. Les acclamations emplissaient l'air à présent, et des feux d'artifice embrasaient le ciel. Une jeep accélérait dans sa direction.
Pas de véhicule sur la route, bougre de con. C'est un péché capital. On peut te fusiller pour ça. Le commandant était debout dans la jeep. Il faisait le salut militaire, raide, au garde-à-vous, prêt à exaucer le premier souhait, n'importe lequel, n'importe quoi, tous les vœux, même le vœu de mort, le prit. Derrière lui, on tuait Stibbins, qui était déjà mort, et maintenant il n'y avait plus que lui, seul sur la route, marchant vers la jeep du commandant qui s'était arrêté en diagonale en travers de la chaussée sur la ligne blanche. Et le commandant en descendait. Il venait vers lui, la figure bienveillante, l'expression indéchiffrable derrière les lunettes miroirs. Garati s'écarta. Il n'était pas seul. L'ombre était de retour devant lui, pas loin, qui lui faisait signe. Il connaissait cette silhouette. S'il se rapprochait encore, il distinguerait peut-être ses traits. Lequel n'avait-il pas battu? Est-ce que c'était Barkovitch, Collie Parker? Ou Percy, je ne sais plus son nom? Qui était-ce? Garati! Garati! Hurlait la foule en délire. Garati! Garati! Était-ce Scram? Gribble? Davidson? Une main sur son épaule. Il la repoussa impatiemment. L'ombre lui faisait signe sous la pluie. Elle l'appelait pour qu'il vienne marcher, pour qu'il vienne jouer le jeu. Et il était temps de partir. La route allait être longue. Les yeux aveugles, les mains tendues devant lui, comme pour demander l'aumône, Garati marcha vers l'ombre. Et quand la main toucha de nouveau son épaule, il trouva la force de courir. Fin de la vidéo et de cette histoire. Si l'écoute vous a plu, pensez à un petit pouce en l'air et tout commentaire sera le bienvenu. N'oubliez pas de vous abonner. Merci.